Bon, est-ce que je vous aurais pas très légèrement pignoufé, comme le veut l'expression consacrée. J'avais effectivement commencé cette série de storytelling sur la création de mon business model, de mes sociétés, de mon entreprise et de ma dynamique de partage de contenu public depuis que j'ai eu envie de vivre de ma passion et de créer un truc qui me ressemble. 2 podcasts, le premier sur mon parcours scolaire, le deuxième sur mon parcours professionnel, et je vous ai complètement laissé sur un cliff et j'en suis désolé même si ça m'amuse, mais je m'étais dit que je vous ferais un 3e épisode pour vous détailler la suite de ma dynamique et comment j'ai décidé de passer de l'endroit où je vous avais laissé, c'est-à-dire le moment où je me suis rendu compte que coacher en salle et être cloîtré ad vitam aeternam dans une salle de sport me convenait finalement plus tout à fait aussi bien que ce que j'avais espéré, et j'allais dérouler sur le reste des hostilités quand je me suis rendu compte à la fin de notre 2e épisode de ce podcast que le podcast que j'avais enregistré durait déjà 1 heure et qu'il fallait que j'y mette un terme. Et par conséquent, je vous ai dit que je vous ferai un 3e volet que voici, sauf que entre temps, j'ai eu des magnifiques opportunités de pouvoir interviewer des mecs absolument géniaux, un boxeur notamment, Hugo Mikalev, ainsi que son papa, vous faire un retour d'expérience sur la semaine d'entraînement que j'ai passé auprès et avec ce génial champion de boxe qui va probablement participer au JO de Tokyo au moment où je vous parle, ainsi que l'opportunité d'enregistrer un podcast dans la foulée avec Nicolas Hoth, génial préparateur physique spécialisé dans l'accompagnement et la performance, notamment des athlètes de sport de combat, boxe, MMA, taekwondo, karaté, etc. Et étant donné la richesse de leur expérience et de leur vision, de leur monde à eux, il n'était pas question que je tire un trait sur ces opportunités-là et que je me cantonne simplement au petit planning de contenu que je m'étais fixé. Donc je me suis dit que cette 3e partie de mon parcours professionnel allait attendre, et j'en suis désolé parce que du coup je vous ai laissé un peu sur votre faim, comme on dit, et je vous ai peut-être laissé patienter un peu plus que nécessaire, mais tout vient à point qui sait attendre. Et généralement, quand on fait preuve de patience, la patience est récompensée. Ask and you shall receive. Aujourd'hui, mes soldats, on est là pour ça. Et je vais vous détailler l'ultime partie, la dernière partie de ma dynamique et de comment j'ai réussi à vivre de ma passion aujourd'hui, grosso modo à faire ce que je fais, être qui je suis et vivre la vie que je vis aujourd'hui en 2021. Je vous fais ce podcast, une des raisons pour laquelle je l'ai procrastiné aussi, c'est parce que je suis au Mexique en ce moment, à Tulum plus précisément, pas sur ma terrasse, parce que j'aimerais bien, mais il pleut aujourd'hui, alors qu'il n'a pas plu depuis 3 semaines et qu'en fait ça fait 3 semaines que je repousse le moment de ce podcast parce que les conditions sont pas top, parce que le Airbnb que j'ai loué est génial mais il n'est pas très bien insonorisé et que pour tourner une vidéo c'est pas grave parce qu'on peut se raccrocher à l'ancrage visuel et si le son est pas absolument parfait, on se dit au moins je vois la gueule du mec qui me parle et j'arrive à décrypter, à dénoter certaines intonations, certaines mimiques, certaines expressions visagales comme dirait Elise Moon, et j'ai pas forcément besoin d'avoir une qualité de parole et de voix absolument limpide. Sur le podcast, c'est un petit peu différent et ne pouvant pas enregistrer ça dans le confort de mon salon parisien qui lui est plutôt bien insonorisé avec un micro de bonne qualité, etc. Quoi qu'encore faudrait-il savoir l'utiliser, le micro de bonne qualité, n'est-ce pas? Comme l'a prouvé mon tout premier podcast. Mais bref, j'ai décidé de tirer un trait sur ces obstacles et de me lancer quand même et de ne pas me laisser limiter par le simple fait que oui, il y a des voisins bruyants, oui, il y a des mecs qui lancent des machines à laver à 3h du mat, oui, il y a pas mal de vent, oui, il y a des oiseaux et des varans qui pètent, mais c'est pas grave, si vous entendez un varan péter, vous serez prévenu. Bref, j'ai fait une liste. Je vais vous dire exactement quand, parce que j'ai retrouvé cette liste. On va partir sur un élément un peu énigmatique pour démarrer le storytelling de ce nouvel épisode. J'ai fait une liste le 18 septembre 2015, parce que je m'étais dit que pour pouvoir créer la vie que je voulais, il fallait que je sache où je voulais aller, il fallait que je sache ce que je voulais accomplir, et il fallait que je sache, c'est pas facile à dire, il fallait que je sache exactement ce que j'attendais de la vie et ce que je voulais que cette vie m'apporte.
Et avoir des souhaits, avoir des rêves, c'est bien beau, mais la différence entre un rêve et un objectif, c'est qu'un rêve, c'est un objectif qui n'a pas de plan d'action, et qu'un objectif, pour pouvoir se réaliser, il a besoin d'un plan d'action concret. Et pour pouvoir savoir quelles étapes il va falloir mettre en place pour se diriger vers un but, il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et du coup, je me suis dit, la première étape pour pouvoir me créer, m'inventer, on est en plein cœur du développement personnel et du darwinisme social et identitaire, au sens propre du terme, et comment se créer et s'inventer soi-même. On a la chance aujourd'hui, je ne vais pas partir dans une digression sociologique et sociétale, mais on a la chance de pouvoir s'inventer, se réinventer aussi, avoir une deuxième chance si la première a merdé. Et on a la chance, du moins si vous comprenez ce podcast et que vous êtes francophone, de vivre probablement dans une culture et dans une société suffisamment développée pour pouvoir être à peu près qui on veut à partir du moment où on respecte son éthique, on respecte la loi, on respecte les codes sociaux et on travaille suffisamment dur pour pouvoir se créer la vie qu'on veut. J'ai traversé des cultures dans lesquelles des gens n'ont pas cette chance. J'ai vécu au Kazakhstan, vous le savez probablement si vous écoutez mes podcasts depuis le début, et j'ai rencontré au Kazakhstan, j'avais discuté avec un mec à la sortie d'un supermarché une fois qui cirait les chaussures pour gagner sa vie, et un mec qui me paraissait, j'avais pas de chaussures à lui faire cirer, mais j'ai vu la qualité de son travail et l'implication qu'il mettait avec ses clients, et j'étais à la sortie de la supérette en train d'attendre que les amis avec qui j'étais finissent de payer leurs courses, et j'observais ce mec qui travaillait dans le froid, il devait faire genre moins 20 dehors, et dans la galerie commerciale dans laquelle il bossait, il devait faire genre 15 degrés, et le mec était à quatre pattes, littéralement recroquevillé à cirer les pompes des gens qui devaient lui payer, je sais pas, 100 tenge, 150 tenge, 200 tenge, je sais pas combien ça devait coûter à l'époque, mais bon, un truc dérisoire, ça devait être faites cirer vos chaussures de façon impeccable pour genre 2 €, un truc comme ça. Et en discutant avec ce mec qui m'avait l'air éminemment sympathique et investi dans son travail, et en prenant le temps de lui parler, parce qu'il voyait que je le regardais, ça l'avait interloqué, etc. Interpellé, peut-être. et en fait, il m'avait dit j'aime ce que je fais et c'est la seule façon que j'ai de gagner ma vie et de nourrir ma famille. Et quand j'ai entendu la seule façon, je lui avais dit alors dans le russe que je maîtrisais à l'époque, qui était clairement pas suffisamment développé pour pouvoir creuser une discussion aussi profonde qu'elle aurait mérité de l'être, mais je lui avais dit mais pourquoi la seule pourquoi vous faites pas autre chose? Pourquoi vous avez l'air intelligent, vous avez l'air super bosseur, vous avez peut-être de l'or dans les mains, ça avait l'air d'être un artisan extrêmement compétent. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie de développer un rêve, de créer un truc qui vous ressemble plus? Et il m'avait dit, et ça a été une grosse claque, ça m'a ramené à la réalité, il m'avait dit je peux pas en fait, tout simplement parce que au Kazakhstan, il y a des castes, un peu comme en Inde, même si elles sont moins visibles, même si elles sont moins actées, mais il y a des castes. Et en fait, si vous appartenez pas à la caste majoritaire qui est celle de la famille présidentielle, pour ne pas dire la famille royale, parce que le président du Kazakhstan, à l'époque, je crois, je sais pas si c'est toujours le cas, c'était Nursultan Nazarbayev, était élu à vie. Donc voilà, un président et une démocratie où le président est élu à vie, ça vous donne une idée du niveau de régulation étatique et du fonctionnement du gouvernement. Bref, je ne m'étendrai pas sur des questions politiques, mais il m'avait dit si vous faites pas partie de la caste majoritaire en place, c'est-à-dire l'ethnie ou la caste du président, en fait, vous ne pouvez pas créer un business comme ça en claquant des doigts ou vous barrer de votre pays pour aller faire autre chose et monter une organisation ou une société ailleurs et tout. Vous ne pouvez tout simplement pas. Il y a tellement de complications, il y a tellement de barrières monétaires, d'autorisation légale, gouvernementale, étatique, etc. que si vous vous élevez contre l'ordre établi de cette façon-là, en fait, vous finissez dans un kolkhoz, au goulag, au fin fond d'une steppe d'Asie centrale et puis on ne vous revoit jamais. Et il avait l'air assez terrifié par ça, et en discutant avec cet homme, je me suis rendu compte qu'en fait on n'avait pas tous les mêmes chances, littéralement. Que lui, il n'avait pas eu la chance de naître dans un pays libre, dans le pays des droits de l'homme, dans le pays où on pouvait, à la limite en France, aux États-Unis, où on pouvait, à la force de son travail et de son investissement personnel, se hisser jusqu'au plus haut sommet de réussite que la société avait étalé devant nos yeux depuis tout petit, devenir gouverneur de Californie en étant un ancien bodybuilder et un ancien héros de film d'action, par exemple, pour reprendre la métaphore et la mythologie personnelle de Schwarzenegger. Par exemple,
on est dans des pays où on peut tout faire, on peut se construire, on peut s'inventer, on peut développer et créer quasiment ex nihilo la vie qu'on veut à partir du moment où on est suffisamment malin pour pouvoir réunir l'ensemble des connaissances et des savoir-faire pour le faire. Et on est suffisamment travailleur et je pense où on bosse suffisamment dur pour pouvoir se hisser à la hauteur de ses prétentions. Il y a des pays où c'est pas possible. Et ça, c'est la dure réalité de certaines cultures. Et malheureusement, c'est la dure réalité de la vie. Et à l'époque, je l'avais compris et je l'avais pris un peu en pleine face, mais il y a des pays où ça marche comme ça. Donc, on a la chance de le faire. Et à partir du moment où on a la chance de le faire, je pense que c'est un peu de notre devoir de réaliser notre plein potentiel. Et c'est pour ça aussi, c'est ça l'étincelle et le feu sacré qui, moi, m'habite depuis la création de cette dynamique et la création de ma chaîne YouTube notamment, et la création de mes sociétés, de mon entreprise. C'est de permettre aux gens de se rendre compte de ça. Parce qu'en prendre conscience déjà, c'est le premier pas vers la réalisation de soi, au sens propre du terme. À partir du moment où on réalise qu'on a la capacité de le faire, eh ben, on peut tout simplement faire le choix de se réaliser soi-même. Il y a des pays où c'est pas possible. Chez nous, ça l'est. Donc à vous de vous hisser à la hauteur de vos espérances et de réaliser vos rêves en faisant ce qu'il faut pour pouvoir les accomplir. Qu'as-tu fait de ton talent? Pour paraphraser la Bible, c'est une phrase que mon père me dit, alors qu'il n'est absolument pas croyant, hein, pas d'amalgame, mais c'est une phrase qu'il me dit depuis tout petit. Qu'as-tu fait de ton talent? À partir du moment où tu as le plus minuscule talent du monde, où tu sais faire un truc que les autres ne sont pas capables de faire, c'est un peu de ton devoir de l'exploiter. Après, on peut être hyper nihiliste et hyper déconnecté, hyper chill. On dirait aujourd'hui en 2021 peut-être hyper hippie dans son approche et se dire ok, il y a des tas de trucs que je sais faire, mais après tout la vie ne vaut rien, même si rien ne vaut la vie. Et c'est pas parce que je suis capable de courir un 100 mètres en 10 secondes que j'ai forcément envie de le faire. C'est pas parce que je suis un génie des mathématiques que j'ai forcément envie d'enseigner les maths et d'aider les autres à mieux les comprendre. C'est pas mon avis. Je considère qu'à partir du moment où on est capable, on se doit de faire quelque chose de son talent parce que la vie est trop courte et que quand on est assis sur une mine d'or en termes de talent physique, intellectuel, émotionnel, sociaux, c'est une bonne chose de les exploiter. Il y a des gens qui naissent handicapés, paralysés, autistes, trisomiques, qui naissent au Kazakhstan dans une caste minoritaire, qui naissent en Inde dans une famille d'intouchables et qui n'auront jamais la chance de pouvoir recueillir ce que la vie a à offrir potentiellement à tout le monde. Et malheureusement, vous l'avez compris, d'entrée de jeu, elle offre pas la même chose à tous. Donc je pense qu'à partir du moment où on a ces capacités, et si vous écoutez ce podcast, il y a probablement 90% de chances ou 95 ou 99% de chances que ce soit votre cas. On se doit d'alimenter le feu sacré et cette petite étincelle qui est en chacun de nous et de faire ce qu'il faut pour l'alimenter, la faire grandir et en faire quelque chose qui mérite vraiment d'être vécu. Bref, c'est une grosse digression et c'est un point de vue très personnel, j'en ai conscience, mais c'est un truc en lequel je crois fort. Afin de savoir exactement où j'allais, dans quelle direction j'avais envie de ramer, j'ai fait une liste. J'ai fait cette liste en 2015 où je me suis dit il faut que je sois clair avec moi-même, il faut que je sache exactement ce que j'ai envie que la vie m'apporte parce que c'est pas en claquant des doigts que la vie va m'apporter tout ce que je veux. Et si je veux arracher et tout racler de ce que la vie a à m'offrir en fonction de mes compétences, mais surtout en fonction de mon travail et du déterminisme que je vais mettre à accomplir tous ces objectifs et mes envies dans cette vie, il faut que je sache exactement où je vais. Cette liste, je l'ai retrouvée. Vous ne la verrez pas, mais je l'ai entre les mains. Et je l'ai écrite avec un stylo vert d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vais avoir un stylo vert. Et la graphie que j'ai utilisée pour écrire ça est hyper stylée en plus. J'écris beaucoup moins bien maintenant, probablement parce que j'écris plus. Et qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup. 2015, j'avais fini mon master 3 ans avant, donc j'avais encore des restes. Je crois que je dois écrire à la main peut-être une fois par jour, une fois tous les 2 jours en moyenne, alors qu'à l'époque je grattais évidemment en master des pages et des pages tous les jours. Et ça se perd aussi, ça me manque un peu d'écrire, j'aimais bien écrire à la main, bref. C'est encore un autre débat sur la technologie et la technicité et la façon dont nos outils nous formatent en termes de pensée. Mais cette liste, je vais vous la lire et vous allez voir à quel point elle résume l'ensemble des trucs que j'ai créés aujourd'hui et de la vie que j'ai façonnée
la vie que j'ai façonnée à ma mesure et en fonction des objectifs de vie et de ce que je voulais de cette existence, aussi courte soit-elle. La page commence par but, 2 points. Me lever le matin avec le désir d'accomplissement le plus grand possible, trouver ou créer une situation qui me permette de m'accomplir sur tous les tableaux. C'est hyper vague, vous allez me dire, et c'est hyper large. Et ensuite, j'ai spécifié. Idéalement, cela doit me permettre ou m'amener à 2 points à la ligne. Et là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tirets. 13, c'est rigolo, j'avais jamais remarqué. Mais il y a 13 tirets différents et ça va être les 13 points que j'avais absolument envie de réaliser. Ils ne sont pas forcément hiérarchisés, quoique la façon dont je pense, c'est généralement les trucs les plus importants en premier et les trucs accessoires à venir. Donc je les ai notés comme ça. Il n'y a pas une seule rature. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je devais être extrêmement clairvoyant vis-à-vis de mes objectifs. Je vais la lire. Je ne l'ai pas relue depuis. Je vais vous dire ce que j'en pense et on débriefera ensuite. Idéalement, donc, cela doit me permettre ou amener à, premier tiret, me stimuler intellectuellement. Extrêmement important pour moi. J'ai besoin de stimuler en permanence. J'ai besoin de faire des trucs qui me plaisent et qui me font réfléchir et qui me challenge. Parce que sinon, je m'ennuie. Et si je m'ennuie, les choses me font vite chier. Quand elles me font chier, j'ai tendance à pas continuer, à pas poursuivre mes efforts et à envoyer les trucs péter. Donc, c'était très important que je sois stimulé intellectuellement, premier point. Deuxièmement, ça m'amène à parler plusieurs langues. Ça s'est fait grâce à Bayesian notamment, grâce au fait que je travaille avec des gens qui ne sont pas de ma culture et de mon background linguistique. Je suis obligé de manier plusieurs langues au quotidien, tous les jours. Je parle anglais tous les jours, je parle un peu espagnol tous les jours, j'écoute quelques trucs en russe, même si c'est moins que ce que je voudrais. Mais je vais peut-être reprendre. J'ai eu quelques pubs de Babel là, depuis 2-3 jours, bizarrement. Quand je pense à des trucs, j'ai des pubs, c'est chelou. Qui est dans mon cerveau? Est-ce que je parle en rêvant la nuit? J'en sais rien, bref. On parlera encore de l'intelligence économique et de Siri, etc. Parce que c'est un point qui mérite notre attention. Mais parler plusieurs langues, c'est un truc que je fais au quotidien et je m'en félicite. Je commence à avoir un peu peur parce que sur les points qui restent, je sais pas, il y a peut-être des trucs que je n'ai pas accomplis, il y a peut-être des trucs que j'ai pas mis en place ou des trucs sur lesquels j'ai échoué. On va voir, vous allez me dire. Je vous laisse seul juge de la réalité de ma vie aujourd'hui, même si vous la connaissez pas tous forcément, par rapport à mes envies d'il y a 6 ans. Donc. Troisième point, acquérir une expertise et être reconnu et recherché pour ça, /statut. Je crois que ça j'ai réussi. On se félicite aujourd'hui avec mon associé Nevin d'être au moins au niveau francophone probablement les mecs qui offrent la formation en sciences de l'entraînement et de la nutrition evidence-based, la plus référencée, la plus complète et probablement la plus suivie. Après, il n'est pas question forcément de se comparer avec le reste du marché ou les autres, mais enfin, on est extrêmement fiers de ce qu'on a apporté avec Bayesian. On aide littéralement des milliers d'élèves et à mon humble niveau, toucher et éduquer et former plusieurs centaines et voire maintenant aujourd'hui plus d'1 millier de personnes. C'est absolument exceptionnel et je pense que ça répond à cette envie d'acquérir une expertise et d'être reconnu pour et que les gens recherchent cette expertise et viennent à moi pour avoir des conseils et une orientation dans les domaines dans lesquels je ne suis pas expert, parce que je ne me proclamerai jamais expert de quoi que ce soit, mais dans lesquels j'ai acquis une sorte d'expertise que je peux partager et dont je peux faire profiter les autres. Ça, c'est plutôt, c'est évidemment une construction permanente et ça demande de se former en permanence et de rester au top et de continuer à updater les dernières recherches scientifiques qu'on propose dans votre formation, etc. Mais même si c'est une construction dynamique en perpétuelle évolution, je pense quand même avoir atteint un certain stade, heureux mais jamais satisfait, n'est-ce pas, Monsieur Guzman? Mais je pense quand même avoir atteint un certain palier dans cet objectif que je m'étais fixé en tout cas. Tiré numéro 4, écrire, publier ou transmettre d'une façon ou d'une autre.
Bah là, on est en plein dedans. Publier, alors j'ai pas publié d'articles scientifiques. J'ai jamais publié dans des revues scientifiques qui ont été référencées sur PubMed, etc. Ce sera probablement jamais le cas parce que j'ai pas de doctorat en physio, en anatomie, etc. Et même si j'ai un master en sciences de l'information et de la communication et en journalisme, j'ai pas le background scientifique et la légitimité laborantine pour pouvoir publier des recherches, quoique je pourrais probablement, avec mon grade de master, transférer ça vers une expertise technique qui me permettrait de le faire. Mais c'est pas ma passion. Ma passion, c'est plutôt de recueillir ça grâce au travail des chercheurs qui bossent pour nous et de les traduire et de les rédiger et de les donner à comprendre, à manipuler intellectuellement et à assimiler et de les rendre disponibles aux gens qui me suivent sur YouTube, gratuitement sur l'ensemble de mes réseaux sociaux et surtout en détail pour les élèves de notre formation Bayesian. Et du coup, en ce sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais écrire, publier ou transmettre d'une façon ou d'une autre, on est en plein dedans, ce qu'on fait, ce que je fais et ce que je suis en train de faire actuellement. Donc ça, c'est plutôt une réussite. Tiré numéro 5, me permettre de garder ou développer mon corps et mes facultés athlétiques. Ça a toujours été au centre de ma dynamique. Je crois que c'est Aristote qui disait... il est honteux de voir un homme vivre sa vie entière sans se rendre compte de la force et de la beauté du fait d'exploiter son potentiel physique et de vivre à 100% de ses capacités athlétiques. Je suis bien d'accord avec la morale grecque. Je pense qu'il n'est pas normal de faire une séparation entre le corps et l'esprit et de répondre à cette espèce de logique et de morale extrêmement franchouillarde de t'es un intellectuel, t'as fait des grandes études, t'as un diplôme du CELSA, qu'est-ce que tu fais à faire des pompes, à faire de la boxe taille, à faire de la musculation et tout, tout ça c'est très méprisable et socialement c'est absolument pas valorisé. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on n'est pas un être humain complet à partir du moment où on vit pas en harmonie, en adéquation avec son corps. Votre corps est le seul vecteur et le seul véhicule qui va vous porter jusqu'à la fin de vos jours. Et si vous n'avez pas forcément envie, comme moi, de monter un jour sur un podium dans une discipline sportive ou d'exploiter votre corps à 100%, voire à 110 ou 115 ou 120% peut-être dans un horizon plus ou moins proche ou lointain de vos capacités physiques, au moins être en pleine santé et pouvoir retirer de l'expérience corporelle que votre enveloppe physique vous offre le maximum. Donc pour moi, ça a toujours été indissociable de la réussite et il aurait été hors de question que je sois un simple, entre guillemets, intellectuel dans un bureau au profit d'une fonction hyper hiérarchisée, hyper normée, hyper bureaucratique et que je néglige complètement mon développement physique et athlétique, c'était hors de question. Je l'ai senti quand j'étais à l'équipe, quand j'étais quasiment parmi les seuls mecs qui s'entraînaient et qui respectaient une hygiène de vie à peu près optimisée avec les connaissances et les savoir-faire que j'avais à l'époque. J'étais frustré de voir que j'étais obligé de faire des sacrifices sur mon temps professionnel ou sur ma vie sociale pour pouvoir m'entraîner et il était hors de question que je développe une vie sur le long terme où le fait de pouvoir entretenir mes capacités physiques et ma santé viendrait au détriment du reste. Donc j'avais besoin de construire un truc qui était absolument holistique, absolument cohérent et qui pouvait me permettre de laisser le corps, non pas forcément au centre de l'ensemble des préoccupations, mais de lui accorder la juste place qu'il méritait à côté de l'ensemble de ses développements intellectuels, spirituels, professionnels, sociaux, etc. Pour moi, c'était absolument indissociable. Et aujourd'hui, je partage l'ensemble de mes connaissances selon les 3 premiers points de la liste, notamment centrés sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition et de l'optimisation de la machine corporelle et des performances au service des sportifs comme des gens sédentaires qui veulent simplement optimiser leur vie et être en meilleure forme. Donc je pense que le pari est réussi sur ce point aussi. Point numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valoriser mon image, mannequinat, photo, acting. Ça c'est le point du moi qui avait 25 ans et qui avait envie probablement de briller un peu parce qu'à l'époque je venais de quitter Abercrombie et j'étais quand même très matrixé par ce côté look, par ce côté image, par ce côté apparence, par ce côté j'avais envie de briller aussi moi et d'être à ma façon, à mon humble niveau, un peu un Brad Pitt, un peu
un Jim Carrey, un peu un beau gosse qui avait du charisme et qui était un être humain accompli et qui en plus était un peu beau gosse et qui avait un peu réussi de ce côté-là. Ça m'a passé parce qu'en vieillissant, on mûrit, je pense, et que maintenant je m'accepte beaucoup plus comme moi je suis et j'essaye plus plus tellement, je pense, ou alors je les ai tellement intégrés que je me rends plus compte, mais j'essaye plus tellement de répondre à des standards, au moins pas les mêmes standards qu'à l'époque. Je suis plus complexé par rien dans mon physique, pas vraiment. Je veux dire, je m'arrache la moitié de la barbe 6 mois par an et je m'en fous plus ou moins. Ça me remet pas en question en tant que personne. Je me dis pas, c'est une tare absolument horrible qu'il faut que je dissimule et il faut que j'en parle à personne. J'ai aucun problème à être transparent avec l'ensemble de mes doutes, de mes failles physiques, etc. Donc de ce côté-là, je pense que j'ai beaucoup progressé. Après, ça ne m'empêche pas d'être victime d'un certain conformisme dans l'ensemble de mes objectifs physiques. La muscu en est un, le fait que je sois toujours aussi tenté d'une certaine façon par le fait de prendre des stéroïdes en est un autre. On est au centre de cette préoccupation forcément quand on évolue au milieu du monde du fitness, de la musculation, de la remise en forme et des sciences de l'entraînement. Je pense que je me suis pas mal détaché de cette volonté d'être un beau gosse et de briller et d'être admiré, probablement parce que maintenant je suis aussi investi dans une relation amoureuse dans le cadre de laquelle je suis reconnu à ma juste valeur et que je sois un super beau gosse ou que j'ai la moitié de la gueule pétée en sortant de la boxe, je suis la même personne. Et ça c'est important aussi, avoir un partenaire de vie qui vous reconnaît, qui vous aime pour ce que vous êtes et j'en suis très reconnaissant. Mais ouais, je me suis un peu calmé sur ce côté-là, même si évidemment quand on poste une photo sur Instagram en étant torse nu, abdos apparents, bizarrement elle marche toujours 2 fois mieux que quand c'est une photo en t-shirt dans un canapé en train de faire part de ce genre de réflexion beaucoup plus profonde et enrichissante très probablement. Mais c'est aussi pour ça que j'ai développé les 2 types de formats et que même si je garde un peu un côté où ouais, je pense que c'est profiter de ce que la vie a à nous offrir en termes de beauté et de plaisir que de pouvoir afficher une enveloppe corporelle esthétique. Et être sexy, c'est toujours important. Et être beau, la beauté, c'est aussi l'expression de la fonctionnalité. Un corps beau et athlétique, pas un corps beau athlétique. Vous savez pourquoi les pigeons roux peuvent pas aller à la piscine? Parce que les pigeons roux coulent. Bref. Petite dad joke en plein milieu de ce podcast hyper sérieux qui partait un peu trop dans la philosophie. Il fallait redresser un peu la barre. Mais un corps esthétique et athlétique, c'est forcément une preuve de fonctionnalité et d'efficacité. Donc je ne suis pas pour les filtres, pour la déformation, pour le Photoshop, pour le fait de paraître artificiellement parfait. Bien au contraire, mais je pense que dans la beauté, il y a l'expression d'une perfection technique et physiologique, et que être beau, paraître en bonne santé, avoir bonne mine, c'est le signe d'une hygiène de vie saine et d'une vie qui roule bien. Donc ça s'inscrit aujourd'hui sous cette dynamique. C'est sous-jacent en fait au reste de mon hygiène de vie. C'est plus du tout un but absolu. Je peux tout à fait jouer avec mon image. Je me suis rasé la tête de nombreuses fois par le passé où j'acceptais de plus ressembler à rien. J'ai fait le GR20 où je suis ressorti, où je puais la pisse, où je ne m'étais pas douché pendant une semaine, où j'étais complètement hirsute avec des poils partout, etc. Mon apparence physique est plus du tout au centre de mes préoccupations. Symbole de ça, le fait que je m'attache maintenant à des sports plus de performance, comme la boxe, comme le running, et que je délaisse pas, mais que l'apparence physique poursuivie par le bodybuilding et l'importance de maintenir à tout prix l'enveloppe corporelle et l'extérieur est maintenant passé au second plan pour moi. Et je pense que j'ai mûri de ce côté-là. Voilà. 7e point, voyager pour le boulot. Je vous parle depuis le Mexique. Je suis ici parce que évidemment je viens voir Meno qui est à Playa del Carmen et qu'on développe ensemble les points importants à optimiser pour le lancement de la prochaine promotion Baizen qui se lancera en septembre, la 7e déjà, chiffre éminemment symbolique.
C'est pour ça initialement que je suis ici au Mexique. Après, je ne vous cache pas que j'en profite pour découvrir la culture, la vie, aller un petit peu à la plage et à la piscine et bouffer des quesadillas, très clairement, parce que j'aime ce pays et je le découvre avec plaisir. Mais voilà, je voyage pour le travail aujourd'hui et ça, c'était absolument indissociable de ma dynamique de vie. Et aujourd'hui, j'ai réussi à m'offrir cette liberté-là et j'en suis super content. Alors, point 8. Et le point 8 a 1, 2, 3, 4, 5 sous-points. Voilà. Le point 8, c'est gagner suffisamment pour. Et je me félicite d'avoir été suffisamment clairvoyant pour pas me mettre un objectif de thune, tout simplement, parce que ça n'a aucun sens et ça n'a jamais eu aucun sens pour moi. Je comprends pas, même quand certains entrepreneurs, même si c'est un métrique important, mais me disent « Ah, combien tu as gagné cette année c'est quoi ton objectif pour 2022 ?» et tout. En vrai, je m'en bats les couilles. Je ne sais pas combien j'ai gagné exactement cette année. Ce qui est d'ailleurs la réponse que je fais ou quand les gens me demandent combien je gagne. Ça arrive, tenez-vous bien. À Dubaï, il y a un mec qui est venu me voir. J'étais en train de m'entraîner qui me dit « Ah ouais, du coup, ça marche bien et tout. Combien tu gagnes par an ?» J'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai tellement de sources de revenus différentes que je suis incapable de savoir exactement combien j'ai gagné cette année, l'année dernière, etc. Et je m'en fous à partir du moment où ce que je gagne me permet ça. Et on va voir si c'est toujours aligné à ce que je pense aujourd'hui. M'offrir une belle situation, bah, ça veut tout et rien dire, mais ma situation, bah, je l'aime aujourd'hui parce qu'elle me permet de voyager, d'être dans le monde entier, de découvrir de nouveaux pays, de bouffer à peu près ce que je veux, de faire mes courses sans trop regarder les tickets de caisse, de m'acheter une Apple Watch ou une Garmin Fenix à 600 balles si éventuellement j'en ai envie, bien que comme vous l'ayez probablement vu dans mes stories Instagram de ces derniers jours, ça ne m'empêche pas de réfléchir et d'être toujours investi dans mes processus d'achat et de ne pas avoir des caprices de gosse et d'acheter des trucs en claquant des doigts tout simplement parce que je peux me le permettre et j'ai su garder la tête froide aussi là-dessus. Donc m'offrir une belle situation, belle maison. Bon, je me suis acheté un appart dans lequel je ne vis pas, que j'ai foutu en location. Placement immobilier, est-ce que j'ai une belle maison aujourd'hui? Bah, j'en ai 50 en fait. J'ai une belle maison ici au Mexique, j'ai des belles maisons quand je vais en Thaïlande, j'ai des beaux appartes quand je vais à Bali, j'en sais rien. Je préfère aujourd'hui avoir 50 belles maisons au gré de mes envies qui ne m'appartiennent pas plutôt que m'acheter une belle maison, etc. Mais à l'époque, j'étais aussi un peu matrixé dans la sécurité qui était nécessaire, injectée probablement par le système dans lequel j'avais évolué, socio-éducatif, où on fait une grande école, on investit, on fait un prêt, on achète une baraque, etc. Que maintenant j'ai complètement envoyé péter, mais probablement que si un jour j'ai des enfants et que j'ai envie de les éduquer dans un coin du monde, ce que je pense pas, parce que je pense que j'aurais toujours autant envie de voyager, mais il n'est pas impossible que je me sédentarise un tout petit peu plus et que j'achète une baraque pour mes gosses, etc. Et si mon niveau de vie me le permet, ce sera très bien. De belles vacances. Ok, maintenant j'ai plus de vacances, j'ai un mode de vie qui me permet de mêler entièrement le travail et le voyage, les problématiques professionnelles et la découverte et l'exploration. Donc j'ai plus vraiment de vacances à proprement parler. Généralement, les rares moments où je prends des vacances, là je crois que la dernière fois c'était sur le GR20 avec mon frère, pour la bonne et simple raison que j'étais coupé de la technologie et de la communication parce que dans les montagnes corses, on n'a pas de réseau et que du coup, je ne pouvais pas travailler en communiquant avec mes associés. Donc, c'est le seul moment où j'étais vraiment sur le papier en vacances. Et en fait, physiquement, ce n'était pas du tout des vacances parce qu'on a vécu l'enfer pendant la semaine où on a traversé les montagnes corses. Mais c'est à peu près le seul exemple de vacances que j'ai, c'était en 2018. Le reste du temps, même si vous pouvez avoir l'impression que je suis en vacances, je ne suis jamais vraiment en vacances. J'ai toujours ou du contenu à produire, ou des recherches à traduire, ou des nouveaux chapitres à rédiger, ou des élèves à accompagner pédagogiquement, ou des réunions comme ce matin où je me suis levé à 6 heures pour pouvoir être à la fois sur Zoom avec mes associés en France à Paris et mon associé Nevin qui est à Sydney à l'autre bout du monde. J'ai toujours un truc à faire dans la journée, je suis toujours en train de travailler et même si parfois c'est 6 heures dans la journée, parfois c'est 45 minutes, je suis jamais sur le papier en vacances. Après, j'ai réussi à construire un mode de vie qui me fait rêver et qui me satisfait et pour lequel je suis reconnaissant tous les jours que Dieu fait. Et les gens ne comprennent pas vraiment, d'ailleurs, si je travaille ou je suis en vacances, je suis en working holiday, si vous voulez, mais c'est à vie, voilà. Et je vous emmerde tous parce que c'est ce que je voulais et je crois que là-dessus, j'ai réussi. Quatrième sous-point, donc, gagner suffisamment pour me permettre d'optimiser l'éducation de mes enfants.
Ça voulait dire que je voulais des enfants peut-être il y a 6 ans. Probablement, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. Et il est hors de question que mes enfants n'aient pas accès à de l'éveil culturel, intellectuel et spirituel. Et même si ça veut dire qu'il faudra que je les élève et que je les éduque tout seul parce que je vis dans une roulotte au fin fond du Paraguay ou sur les plages de Bali, j'aurai les ressources monétaires peut-être, j'espère, et en tout cas intellectuel et social pour pouvoir faire ce qu'il faut pour les élever et les éduquer comme il faut. Même si je vois plus les choses de la même façon, même si à l'époque quand j'ai écrit ça, je pensais plutôt probablement les mettre dans des bons lycées, les mettre dans des bonnes facs, leur payer des bons profs, éventuellement des cours privés, les envoyer en stage à l'étranger pour leur permettre d'apprendre des langues, etc. Et si maintenant j'ai peut-être une vision beaucoup plus libertaire, beaucoup plus hippie, beaucoup plus ouverte d'esprit sur la façon dont on peut évoluer, grandir et apprendre de la vie sans forcément foutre son cul sur les bancs de l'école comme moi j'ai pu le faire. Je sais pas encore, j'en sais rien, on verra le modèle d'éducation que je donnerai à mes enfants si j'en ai. Si je fais pas de conneries d'ici là pour être suffisamment vieux pour avoir des gosses et pas mourir avant bêtement sous un éléphant ou en se tuant en parachute, on verra bien. Mais voilà, pour optimiser l'éducation de mes gosses. Et dernier point, pour pouvoir m'offrir des loisirs, des restos, des découvertes et des expériences de vie, soulignées 2 fois. On y est, ça aussi. Mes loisirs, même si j'en ai pas énormément, parce que je suis pas le mec qui fait le plus de sorties, randonnées, canoë-kayak, journée shopping, balade en quad, safari, machin, parce que j'ai quand même pas mal de taf. J'arrive quand même à avoir le loisir, entre guillemets, de m'entraîner tous les jours, d'aller à la salle, de prendre des cours de boxe avec mon coach, de faire tout un tas de trucs qui rentrent dans le cadre des loisirs. Les restos, je pense que je bouffe au resto 1 fois par jour, même si c'est dans des gargotes et dans des boui-boui où les tacos sont à 45 centimes ici, littéralement. C'est quand même des restos et c'est quand même une chance et un privilège, faut pas se le cacher. Les découvertes. J'en fais tous les jours et ça, c'était extrêmement important. Et les expériences de vie, j'ai la chance d'en faire tous les jours. Et sur ce point-là, mes petits potes, c'est mission accomplie absolument. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 points. Je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas du tout en train de vous raconter comment j'ai construit la dynamique qui m'a permis d'atteindre tout ça, mais je suis en train de vous montrer la carte et pas de vous donner l'itinéraire. Après, l'itinéraire, ce sera à vous de le trouver, de le construire et de le tracer. Mais je vous donne ma carte, en tout cas. Les 5 points qui restent. Exploiter mon potentiel pleinement, et ça c'est au centre de mes problématiques, au centre de ma dynamique de partage. Moi, mon potentiel, il s'exploite au fur et à mesure que je partage, au fur et à mesure que je grandis dans mes expériences de vie et dans mes découvertes, et que je peux réinvestir ces connaissances en les partageant avec les autres. C'est ça mon potentiel à moi, c'est ma zone de génie, comme le dirait Chloé Bloom, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est agréger autour de moi des expériences, des savoir-faire, des nouvelles compétences, de nouvelles curiosités, de nouvelles connaissances et les transmettre, les magnifier, leur donner un sens, les structurer, les hiérarchiser, trier le bon grain du mauvais, savoir ce qu'il y a à garder, ce qu'il y a à changer éventuellement, à optimiser, à tweaker un peu pour le faire étinceler dans un concept qui est intéressant pour nous en 2021 en fonction de la période, en fonction des aptitudes qu'on a, en fonction des opportunités qu'on a, etc. C'est ça que j'aime faire et transmettre tout ça. Ça, c'est mon plein potentiel et le réaliser au quotidien, ça demande énormément de travail et c'est pas de tout repos, mais ça me plaît et comme vous l'avez vu, parce que ça respecte les valeurs que je me suis fixées depuis le début, j'ai pas vraiment l'impression de travailler tous les jours, même si je travaille tous les jours et même si faire un podcast comme ça ou faire une vidéo, moi, c'est des trucs qui me font me sentir vivant. Pour les gens qui sont pas habitués à faire ça, ça représente une charge de travail absolument colossale et j'en ai conscience. Mais voilà, faites ce que vous avez toujours eu envie de faire et vous n'aurez jamais l'impression de travailler un seul jour de votre vie. On en est un peu là. Donc exploitez mon plein potentiel. Il nous reste 4 putains de tirets. Donc le tiret numéro 13, 12, 11, 10. Apprendre et s'améliorer sans cesse. S'améliorer sans cesse, c'est une dynamique extrêmement perverse et on en parlera du besoin de progrès constant, mais j'essaye de pousser à m'améliorer constamment. C'est très difficile. Je pense que c'est pour ça que je me suis blessé en 2018, parce que j'ai refusé d'écouter les signaux de détresse de ma machine corporelle qui commençait à
à voir que je tirais sur la ficelle et j'avais tellement envie de continuer à progresser physiquement que j'ai pas écouté les signaux douloureux, que j'ai pas écouté les petites alertes de mes fascias, de mes tissus conjonctifs, de mes tendons, de mes ligaments, de mes aponevroses qui commençaient à tirer un peu et à tirailler un peu sous le coup des charges énormes que je me mettais dans mes entraînements 6 ou 7 fois par semaine en 2018. Et j'ai un peu creusé ma tombe en termes de récupération et je me suis blessé sur le long terme. Et j'ai eu des blessures au niveau des articulations qui ont mis très longtemps à guérir. Et il a fallu que je comprenne et que je me développe personnellement ce nouveau set de connaissances qu'il fallait que j'accepte la faiblesse potentielle de mon corps, de mon organisme et de mes articulations si je voulais continuer à grandir et à me développer et pas simplement que j'essaye de rechercher le progrès à tout prix. Mais comment il s'appelle l'auteur de Miracle Morning Bon, vous le savez probablement, je ne le sais plus. J'ai lu ce bouquin en début d'année, ça m'a changé la vie. Mais il dit une phrase qui est très juste, il dit « On ne peut espérer le niveau de succès ou un niveau de succès supérieur à son niveau de développement personnel actuel. » Donc pour pouvoir continuer à progresser, vous devez continuer à progresser sur vous-même avant tout et vous développer personnellement suffisamment pour pouvoir développer votre succès dans l'ensemble de vos entreprises de vie. Et je ne pouvais pas, je pense, continuer à me développer physiquement sans arriver au développement personnel qui était de comprendre que j'avais une limite, que je suis humain et qu'il faut que j'apprenne à respecter, à accepter ces limites, même si c'est très difficile pour moi, si je veux pouvoir continuer à progresser parce qu'il y a des règles et qu'on ne peut pas, naturellement en tout cas, contourner les règles, contourner les limites et continuer à progresser et ajouter 5 kilos à ses barres à chaque séance et pouvoir squatter 600 kilos au bout de 10 ans d'entraînement. C'est juste pas possible et il faut l'accepter. Et j'ai eu du mal à le faire et c'est parce que j'ai eu du mal à le faire que je me suis blessé et que maintenant que je l'accepte, j'arrive à reprogresser bizarrement et j'arrive surtout à m'entraîner sans douleur et ça c'est la plus grande des victoires et de la progression que j'ai réussi à faire physiquement en tout cas depuis 2018. Donc apprendre et s'améliorer sans cesse, j'apprends constamment, je me forme constamment. J'ai la chance d'être entouré, d'avoir su m'entourer d'amis qui produisent du contenu de super grande qualité. Nevin, Will Johnson, Axel, Barbara, des gens avec qui je travaille, des gens que j'aime et des gens qui font du super boulot et qui produisent des super trucs, mais aussi tous les gens que je suis sur les réseaux sociaux, tous horizons confondus. Des mecs, des écrivains, des artistes, des bodybuilders, des capitaines d'industrie, des chamans, des profs de yoga, des champions du monde d'apnée, des boxeurs de haut niveau, des grimpeurs, des parachutistes, bref. L'inspiration existe sous toutes ses formes. Tout ce qu'il faut, c'est arriver à ouvrir suffisamment son esprit pour pouvoir l'entendre et la trouver. Donc apprendre et s'améliorer sans cesse, même si c'est difficile et si c'est extrêmement coûteux en énergie personnelle, ça c'est check parce que c'est un truc que je fais constamment tous les jours et je me forme constamment tous les jours et même si vous ne le voyez pas forcément, je suis des micro-formations tout le temps, j'achète, j'investis énormément sur moi-même, c'est un truc que je vous disais beaucoup en 2017, d'investir sur soi-même constamment. Je crois qu'un des plus gros budgets que j'ai en vrai, à part peut-être les voyages, c'est la formation. C'est acheter des bouquins, c'est acheter des formations, c'est participer à des séminaires, c'est aller à des conférences. Aujourd'hui, plus trop à cause de la crise sanitaire. C'est plutôt des trucs en ligne, mais c'est assister à des webinars, etc. Parce que c'est comme ça qu'on se développe aussi, il n'y a pas de secret. On ne peut pas arriver à produire davantage si on ne fait pas rentrer davantage de trucs dans sa tête et on ne peut pas améliorer le niveau de son succès, encore une fois, si on n'améliore pas son degré de développement personnel. Ça, c'est pour moi une certitude. Antépénultième tiré, vivre pour mourir sans aucun regret. Vous avez 4 heures. Vivre pour mourir sans aucun regret, c'est plutôt le résultat que la marche à suivre, mais c'était l'objectif depuis le début. Et aujourd'hui, même si j'ai toujours eu super peur de mourir, en fait, j'ai jamais eu peur de mourir parce que j'avais peur du fait de mourir. Parce qu'en fait, j'ai un prof de philo qui était agrégé de philo, donc qui n'était pas un guignol quand j'étais en prépa. Après, la grecque de philo vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que de mémoire, il y avait 12 places par an à la grecque de philo. Donc je peux vous dire que pour le coup, c'était une pointure. Mais qui nous disait la mort n'est rien, parce que quand on est vivant, on n'a pas d'expérience personnelle de la mort. Et quand on est mort, on n'a pas d'expérience personnelle de la vie. Donc en vrai, la mort, de façon consubstantielle, n'a pas de réalité.
si on pose les choses comme ça, même si on peut faire l'expérience de la mort des autres et que la mort est quand même une réalité parce qu'elle est consubstantielle à la réalité de la vie. Mais en vrai, si on déconstruit le propos, la mort n'est pas grand-chose. Et c'est assez intéressant de se poser ces questions dans ces termes-là. Donc vivre pour mourir sans aucun regret, aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire que, en vrai, ça me ferait chier, vous le savez. J'ai pas envie de mourir tout de suite parce que j'ai tellement à vivre, à découvrir et à partager que ce serait bête. Ce serait juste passer un énorme manque à gagner parce que j'ai envie de vivre tout ça. Et peut-être que l'envie est aussi la condition sine qua non et que peut-être que quand on vieillit et qu'on finit par être lassé de tout ça ou du monde dans lequel on évolue et que les gens et les choses autour de nous nous ressemblent de moins en moins et qu'on n'a plus cette envie de continuer à poursuivre cette vie-là, bah c'est le moment où on en vient à se laisser mourir littéralement parce que ça vaut plus la peine selon nos envies et nos règles du jeu. Mais j'ai envie encore de vivre tout ça et heureusement vous allez me dire putain à 31 ans, bientôt 32, même si j'arrive et que j'approche de la limite fatidique du 33 à laquelle tous les géants de cette ère civilisationnelle ont laissé des plumes, n'est-ce pas? Il y avait Inri, Jesus, Amy Winehouse et tant d'autres. mais ouais, j'ai envie et j'ai pas envie de mourir tout de suite évidemment, mais je suis heureux de pouvoir dire que bah maintenant je l'accepte et si je devais mourir dans 10 minutes, bah c'est comme ça. Et j'aurais suffisamment vécu et je pense que j'ai suffisamment accompli déjà et j'ai suffisamment vécu en tout cas en accord avec mes valeurs et mes principes et mes envies de développer tout ça que je peux... voilà. Aujourd'hui est un bon jour pour mourir, s'il faut. Et c'est pas grave. Et ça, c'est cool. Il nous reste 2 tirets. Vivre une vie active, dynamique, prendre des risques. Ça, c'est capital. Bon, vivre une vie active physiquement, oui, mais aussi intellectuellement. C'est important de ne pas se reposer sur ses lauriers et pour moi d'être toujours en mouvement. Dynamique, je pense que le dynamisme, c'est un peu ce qui caractérise le trait principal de ma personnalité, même si j'arrive à l'enrichir avec d'autres trucs aujourd'hui, mais quand je regarde mes premières vidéos YouTube, j'avais l'impression d'être à 400 mg de caféine par jour alors que ce n'était même pas le cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû penser que je prenais de la coke au début, mais j'avais un dynamisme de fou malade qui a tendance à se modérer un peu au fur et à mesure que je prends conscience de l'importance d'autres paramètres de la vie, l'écoute, le partage, l'ouverture d'esprit notamment, qui m'invite à moins ouvrir ma gueule aujourd'hui et à ouvrir un peu plus mon cœur et mes oreilles. Mais vivre une vie active et dynamique, c'est capital. Et prendre des risques, j'ai pris pas mal de risques professionnellement, énormément, personnellement, en amour aussi, spirituellement peut-être pas assez. Qui a dit ayahuasca? Il y a encore des trucs à tenter, il y a encore beaucoup de risques à prendre et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de mourir dans 10 minutes, c'est parce qu'il y a encore plein de risques que j'ai pas tout à fait pris. J'ai fait plein de trucs, qui me faisaient peur. J'ai sauté à l'élastique, j'ai traversé le GR20 avec mon petit frère, j'ai sauté en parachute pas loin de 200 fois. J'ai confronté ma phobie atroce des serpents et j'ai manipulé des reptiles alors que c'était le dernier truc qui me faisait envie. Je vais probablement dans un avenir proche monter sur un ring de boxe et faire face à ma peur de me faire tuer littéralement et de me prendre des coups sur la gueule et je vais sortir de ma zone de confort là-dessus aussi. Je pense que j'ai pris beaucoup de risques dans ma vie à mon humble échelle, mais il y a encore infiniment de risques à prendre que j'ai envie de prendre. Et il n'y a pas de récompense sans risque, sachez-le, il n'y en a jamais. Everything you want is on the other side of fear, comme disait Jacques Cantrell, je crois que c'est son nom. Bref, on s'en fout, mais effectivement, sortir de sa zone de confort et prendre des risques, c'est absolument capital. Et ça allait depuis le premier jour et j'ai pas trahi cette volonté-là, donc ça c'est cool. Dernier point, le 13e, laisser une trace. Entre parenthèses, notoriété, transmission. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De transmettre. Alors je ne sais pas si je vais laisser une trace, ce qui est hyper vaniteux de ma part et on s'en fout, mais laisser une trace parce que laisser un héritage, c'est cool. Non pas parce que c'est l'ego qui doit survivre, parce qu'on n'est rien et que l'ego n'a aucune importance.
Et ça, me souviens plus si je l'avais compris à cette époque-là. Probablement pas si j'ai écrit Laisser une trace. Je pense que quand je l'ai écrit, c'était une volonté de briller dans la durée de façon personnelle. Mais le fait que j'ai écrit Transmission et pas juste argent, succès, Guinness Book, World Record m'encourage à penser que j'avais déjà touché du doigt le fait que le but c'est de transmettre, de partager et d'aider les autres à se développer et à atteindre leur plein potentiel et à briller aussi. Et le but de Laisser une trace, c'est pas tant d'être unique et qu'on se souvienne de vous, c'est surtout de créer quelque chose et de laisser physiquement ou intellectuellement ou idéologiquement derrière soi quelque chose dont les gens vont pouvoir s'emparer et se dire tiens, ce mec il a fait un truc qui moi m'a aidé à me développer, qui m'a aidé à devenir meilleur, à être une meilleure personne, qui m'a aidé à optimiser tel ou tel paramètre de mon existence, à réaliser la vie dont je rêvais, à mieux élever mes enfants, à mieux coacher mes clients, à mieux aider mes parents, à mieux faire fructifier mon entreprise, à mieux créer des emplois pour nourrir 10, 20, 30, 50, 250 bouches des employés que j'emploie dans mes startups, à mieux vivre tout simplement. Et ça, via la transmission et via ce que je vis et ce que je partage au quotidien, je suis persuadé aujourd'hui d'y arriver parce que j'ai des feedbacks, parce que j'ai constamment et tous les jours des messages de gens qui me disent Antoine, tu te rends pas compte, mais à ton humble échelle, tu as changé ma vie. Grâce à toi, j'ai réussi à faire ci. Grâce à toi, j'ai réussi à perdre 50 kilos. Grâce à toi, j'ai enfin le courage de reprendre des études de vétérinaire alors que j'étais parti pour être commercial en IT et que ça me casse les couilles. Grâce à toi, j'ai enfin réussi à dire à mes parents ce que je pensais de leur sacro-sainte norme éducative et à envoyer péter les valeurs familiales pour vivre enfin la vie dont je rêve. Grâce à toi, j'ai réussi à quitter mon boulot pour voyager et faire le tour du monde. Grâce à toi, j'ai enfin les couilles de rentrer dans une salle de boxe et de commencer la boxe alors que j'ai jamais osé, que j'en ai toujours rêvé. Bref, je sais, et même si c'est difficile de garder ça en tête tous les jours, je sais que j'aide des milliers de personnes littéralement aujourd'hui et que j'ai réussi à transmettre ça, à transmettre ce feu sacré et que même si c'est un travail de tous les instants et que ça peut... Tout simplement que la flamme peut s'éteindre si j'arrête de souffler dessus et de mettre du bois et de balancer du charbon dans la locomotive parce que c'est un travail quotidien. Je sais que j'aide littéralement des centaines de milliers de personnes aujourd'hui et c'est une satisfaction absolument magnifique et rien que pour ça, je sais que j'ai réussi. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rester assis sur son cul et se lancer des fleurs et se reposer sur ses lauriers, tout césar que je sois, mais je pense que je suis heureux aujourd'hui de cette dynamique que j'ai accomplie et je suis heureux de voir à quel point j'ai réussi en réfléchissant avec vous et en relisant cette liste, à quel point j'ai réussi à être en adéquation et en accord avec mes valeurs profondes, avec qui j'avais envie de devenir, avec quel type de personne j'avais envie d'être et avec ce que j'avais envie de faire de ma vie. La vie que j'ai aujourd'hui m'apporte chacun des 13 points que j'ai énumérés sur cette liste en 2015. Je m'en rends compte en la relisant et j'en suis extrêmement heureux et extrêmement satisfait. Mes perspectives ont changé, l'ordre d'importance des points que j'avais énumérés a changé. Peut-être que maintenant que j'ai réussi à me prouver à moi-même et à prouver aux gens que je pouvais avoir du succès dans les affaires, créer des sociétés qui marchent, avoir du succès en termes de business, gagner ma vie, parce que j'ai été aussi éduqué avec des grands-parents qui me poussaient à gagner de l'argent parce que c'était important de réussir et d'être à l'abri du besoin, et que mon grand-père, on lui a mangé son chien en 1942 pendant l'Occupe à Saint-Étienne, et que pour lui c'était capital ensuite d'avoir des petits-enfants qui gagnaient suffisamment d'argent pour pouvoir être à l'abri du besoin et pas être face à des situations de vie où il allait devoir choisir entre voir ses voisins bouffer son chien parce qu'il crevait la dalle et survivre et pouvoir vivre comme il faut. Je pense que ça a affecté pas mal de mes choix de vie dans mes jeunes années. L'orientation que j'ai donnée à ma carrière
éducative à ce que j'ai fait en termes de grandes écoles, en termes de vouloir gagner de la thune avec un gros diplôme, etc. et faire le choix d'une prépa, etc. Et maintenant, j'en suis beaucoup revenu et j'ai beaucoup réfléchi a posteriori là-dessus et j'ai beaucoup mûri et je me rends compte que l'argent est un moyen. C'est un moyen génial. Je crache pas du tout sur l'argent que je gagne et sur l'argent que j'ai réussi à gagner grâce aux fruits de mon travail. Je sais que l'argent que je gagne me permet aujourd'hui d'avoir la vie que je veux et de pouvoir vous faire cette vidéo depuis la terrasse de mon Airbnb de 80 mètres carrés au Mexique plutôt que depuis la cuisine slash salle à manger slash salon slash chambre à coucher de mon appart à Rosny-sous-Bois il y a 6 ans, duquel j'ai écrit cette liste d'ailleurs. J'ai conscience que c'est l'argent qui me permet tout ça aussi, mais j'ai surtout conscience que c'est le travail que j'ai fourni sur moi-même et sur mon développement personnel depuis toutes ces années. Et si j'ai écrit cette liste, c'est parce que c'était déjà le fruit d'un travail sur moi-même et d'un développement personnel et de réflexions qui sont pas nées du jour au lendemain en claquant des doigts et qui viennent de l'ensemble des recherches que j'ai fait depuis des années et de ce que j'ai investi comme temps, comme énergie, comme argent aussi, parce que c'est un cercle vertueux, et comme préoccupation et comme travail sur moi-même, et que le travail paye toujours et que quand on accepte d'être suffisamment humble pour accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas le plus fort, qu'on n'est pas le meilleur, qu'on n'a pas la science infuse et qu'il y a un sacré niveau et un sacré degré et une sacrée quantité de taf à accomplir pour pouvoir devenir meilleur et progresser, on peut fournir au quotidien le travail nécessaire pour pouvoir avancer, progresser dans la vie, aller de l'avant et se réaliser sur l'ensemble de ces aspects et sur tous les tableaux. Et je crois qu'aujourd'hui, je lève mon Coca Zéro, qui est un des seuls Coca Zéro que j'ai réussi à trouver au Mexique. D'ailleurs, c'est très difficile à trouver ici et ça, c'est cool. Je lève mon Coca Zéro à cette étape, qui n'en est pas une, qui est virtuelle, qui est une étape que je partage avec vous, qui est simplement un retour réflexif sur ce que j'ai accompli depuis que j'ai rédigé cette liste. Et je pense, et ça c'est la plus grande réussite de ces 13 points, que si je devais rédiger une liste aujourd'hui, elle serait extrêmement similaire à celle-là. Et peut-être que j'écrirais les trucs de façon différente, avec d'autres mots, peut-être dans un ordre un peu différent. Peut-être qu'il y aurait davantage de préoccupations pour ma vie de couple, pour mon équilibre familial, pour des valeurs qui sont extrêmement centrales dans ma vie aujourd'hui et que j'ai peut-être pas exprimer autant qu'elle l'aurait mérité sur cette liste-là, même si m'épanouir personnellement, élever mes enfants, avoir une vie de famille, une vie amoureuse, etc., c'était déjà au centre de mes préoccupations. Mais je pense que j'écrirai aujourd'hui, en 2021, une liste extrêmement proche de celle que j'ai écrite il y a 6 ans. 5 ans 2005, 2006, 6 ans. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Bref, voilà, une digression de 56 minutes. Je me rends compte que je n'ai pas du tout répondu à la question, encore une fois, qui est comment j'ai réussi à obtenir cette liberté-là. Mais en fait, en retombant hier soir sur cette liste, je ne pouvais pas ne pas vous la partager et ne pas vous montrer à quel point c'est cette liste de valeurs et de buts et d'objectifs personnels centraux et fondamentaux qui a guidé l'ensemble de ma démarche et de comment j'ai réussi à m'émanciper de tout ce que j'avais comme bagage, comme fardeau, comme obstacle peut-être, et comment j'ai réussi à créer ex nihilo quasiment la vie de rêve que je voulais en 2016, au moment où j'ai écrit cette liste. Bref, je vais raccrocher là ce 6e épisode du podcast. Je suis désolé, je vous laisse encore sur votre faim, mais je pense qu'on a quand même bien progressé parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et vous dire comment j'ai réussi à monter mes sociétés et à créer la vie que j'ai aujourd'hui sans vous dire pourquoi je voulais le faire. Ça n'a pas de sens. Et le bouquin de Simon Sinek que je vous conseille, Start with Why, vous fournit cette explication capitale qui est que si vous n'avez pas clairement établi dans votre tête la liste de vos pourquoi, vous n'arriverez jamais à construire votre comment. Et je vous détaillerai le comment dans un prochain podcast. Peut-être le prochain, peut-être pas, si je pars encore sur une digression d'1 heure, mais on s'en bat les couilles parce que c'est l'histoire qui prime et c'est le storytelling et c'est la façon dont on arrive à se développer soi-même et qu'on arrive à mettre derrière, les unes derrière les autres, les pièces du puzzle et la façon dont on arrive à se construire soi-même qui compte et pas tellement le résultat. Le résultat, il est sous vos yeux, vous voyez, tous les jours. Un mec épanoui, un mec qui a le sourire, un mec qui partage du contenu qu'il veut le plus qualitatif possible pour aider les autres à en faire de même et à progresser dans leur vie. Et le résultat, il a assez peu d'importance au final par rapport au pourquoi.
et le pourquoi il est là. Et je suis content d'être arrivé à vous le partager aujourd'hui. Bref, mes soldats, merci d'avoir suivi ce 6e, je crois, épisode de SmartFire, le podcast qui, comme vous l'avez compris, a pour ambition, plus que jamais, de vous aider à identifier en vous la petite étincelle nécessaire à alimenter la flamme de votre feu sacré et à réaliser votre plein potentiel physique et mental. Plus que jamais. Je vous aime fort. Si vous avez kiffé le podcast, maintenant que vous pouvez l'écouter dans Apple Podcast, bordel de merde, ça fait quoi? À peu près 1 mois que j'attends ça. Vous pouvez mettre une review dans Apple Podcast et aller nous mettre 5 étoiles. Ça aide énormément au référencement du podcast, beaucoup plus que vous ne le pensez et beaucoup plus que j'aimerais le penser. Et ça aidera d'autres personnes à tomber là-dessus et à pouvoir profiter de ces paroles de sagesse, je l'espère, à défaut d'être des paroles d'évangile, parce qu'on s'en fout de s'appeler Saint-Antoine ou Antoine tout court, et que ça aidera d'autres comme vous à se mettre sur la voie de leur réussite et de leur épanouissement personnel, et que ça les aidera à développer la vie dont ils rêvent, je l'espère, comme ce sera votre cas. Je vous aime fort, je raccroche ce podcast et on se voit dans un prochain épisode de SmartFire très rapidement. Bye bye.